Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 11 septembre. Souverains et chefs d'État continuent de féliciter le président algérien réélu Abdelmadjid Tebboune. C'est le cas ce mercredi pour le roi de Jordanie Abdallah II, du prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman et de l'émir de l'État du Qatar Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit l'envoyé spécial et conseillère en Afrique du Nord et Moyen-Orient du président français Emmanuel Macron, porteuse d'une lettre du président français au président algérien. Le bilan des victimes de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'élève à 41 084 martyrs et plus de 95 000 blessés après de nouveaux massacres commis dans différentes régions de l'enclave palestinienne. Sahara occidental, la secrétaire générale de l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique, Michel Decaster, critique le soutien apporté par le président français au pseudo-plan d'autonomie marocain. Et puis présidentielle américaine, retour sur les faits marquants du premier débat entre la candidate démocrate Kamala Harris et le candidat républicain Donald Trump. Bonsoir à tous. Réélu pour un second mandat à l'issue du scrutin présidentiel du 7 septembre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune n'a cessé depuis de recevoir les messages de félicitations. Ce mercredi, c'était au tour du roi de Jordanie, Abdallah II, de le féliciter, lui souhaitant, ainsi qu'au peuple algérien, davantage de bien-être et de prospérité. De son côté, le président algérien a souligné sa volonté de continuer à travailler ensemble pour le renforcement des relations bilatérales et au service des causes de la nation. À son tour, le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, a renouvelé ses félicitations au président algérien Abdelmadjid Tebboune lors d'un appel téléphonique lors duquel ils ont convenu d'une prochaine rencontre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs reçu une lettre de l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui lui a été remise par l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdelaziz Ali Al-Nama. Abdelmadjid Tebboune a également été félicité pour sa réélection par l'ancien ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Taleb Ibrahimi, lors d'un appel plutôt téléphonique, lui souhaitant plein succès. Et je vous le disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi l'envoyé spécial et conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient du président français Emmanuel Macron, Anne-Claire Legendre, porteuse d'une lettre du président français au président algérien. Par ailleurs, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi l'ambassadeur de l'État du Koweït, Mohamed El Chabou, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. S'exprimant à l'issue de l'audience, l'ambassadeur koweïtien a notamment rappelé les relations privilégiées entre les deux pays.
J'ai eu l'honneur il y a peu de temps de rencontrer Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune. Cette rencontre a fait l'objet d'un grand intérêt de la part de Monsieur le Président qui a transmis ses salutations et exprimé sa fierté vis-à-vis de la relation spéciale qui le lie avec son frère, son Altesse Cheikh Mash'al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, que Dieu le préserve, souhaitant que cette relation se renforce sur le plan économique, à l'image de l'exportation des produits algériens et tout ce qui concerne le volet commercial. L'Algérie a été bénie par Dieu de beaucoup de richesses naturelles. Nous souhaitons que cela s'inscrive dans le cadre de la relation spéciale entre les deux pays frères et dans le cadre de la vision des deux dirigeants respectifs dans l'intérêt des deux pays, en ce qui concerne leurs intérêts communs ainsi que ceux des deux peuples frères. Allez, restez avec nous pour la suite de ce 19h à suivre notre dossier consacré au génocide sioniste en Palestine. Et avant toute chose, le bilan des victimes de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est encore alourdi ce mercredi pour passer à 41 084 martyrs et 95 029 blessés, dont la plupart sont des enfants et des femmes. Les forces de l'occupation sioniste ont commis au moins 4 nouveaux massacres durant les dernières 24 heures, faisant 64 martyrs et 104 blessés. Et de nombreuses régions de la bande de Gaza ont été pilonnées ce mercredi par les forces de l'occupation sioniste, faisant de nombreuses victimes entre martyrs et blessés, notamment à Khan Younes au sud, Jabalia au nord et dans la ville de Gaza au centre. Le point de la situation avec Sohila Akilal. 341 jours de génocide, Gaza n'est que ruines, destruction et désolation. Malgré cela, les attaques se poursuivent avec la même intensité, la même violence, semant la mort dans chaque recoin de l'enclave. Ce mercredi, au moins 26 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres ont été blessés suite à des frappes sionistes sur plusieurs zones de la bande de Gaza. Dans le sud de l'enclave, plus précisément à Khan Younes, 13 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres ont été blessés à la suite d'un bombardement de l'aviation sioniste sur une maison à Khouza. Du côté de Rafah, l'aviation sioniste a ciblé une maison appartenant à la famille Abou Challouf dans la zone d'El Mawassi, faisant au moins 4 martyrs et 15 blessés. Des tirs d'artillerie et d'obus fumigènes et assourdissants ont également été entendus à proximité du carrefour d'Aoula, au sud du quartier Zaytoun. Dans le nord de l'enclave, cette fois-ci, 9 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 3 enfants, et plusieurs autres sont portés disparus à la suite d'un bombardement sioniste sur une maison à Jabalia. Selon les habitants, la frappe aurait visé la maison d'Akram al-Najjar, professeur à l'université ouverte d'Al-Quds. Ce sont des civils, lui était professeur d'université. Il n'est lié à aucune faction, ce sont des civils, ils sont morts maintenant. Il y a des disparus, des enfants, des femmes. 40 civils vivent dans cette maison. Ce sont tous des femmes, des hommes et des enfants. Cette famille, c'est une famille instruite. Les forces d'occupation ont pris pour cible cette maison de Jabalia qui appartient à la famille Al-Najjar. Cette attaque a fait des martyrs et des blessés. Beaucoup d'entre eux sont des enfants et des femmes. Dans le centre de l'enclave, 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et 11 autres ont été blessés après une attaque sioniste qui a ciblé une maison dans le bloc C du camp de Nusayrat. L'artillerie de l'occupant sioniste a également tiré des obus sur les zones nord du même camp. À 6h moins quart du matin, le bruit d'une forte explosion nous a réveillés. C'était une frappe aérienne. Nous avons couru avec les voisins et nous avons découvert que la maison de mon oncle avait été visée. Il n'était pas armé. Nous sommes choqués par ce qui vient de se passer. Voilà les cibles de l'armée juive, les femmes et les enfants. Depuis presque une année déjà, pas un jour ne passe sans que la machine de guerre sioniste ne fasse couler le sang d'innocents palestiniens de la manière la plus barbare qui puisse exister. L'histoire retiendra que le génocide à Gaza aura battu tous les records de violence, de sauvagerie et de violation du droit international. Un génocide qui restera gravé dans les annales.
Et les forces de l'occupation sioniste continuent de bombarder les écoles dans la bande de Gaza, abritant des déplacés. Un nouvel établissement scolaire a été la cible de raids ce mercredi. Il s'agit de l'école Al-Jaouni, dans le centre de Gaza, à Nusayrat, où 14 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés. Il s'agit d'un sac rempli de restes humains provenant de la frappe sur l'école. Cela fait maintenant 340 jours que nous vivons l'enfer. Et ce que nous avons vu ces jours-ci, ne nous l'avons même pas vu dans les films hollywoodiens. Nous le voyons maintenant à Gaza. Regardez, des restes humains, les voici. Je ne sais pas quoi dire. Ce sont des membres déchiquetés, je le jure. Je parle et j'ai du mal à tenir debout. Je marchais et j'ai croisé des restes humains. Dieu nous suffit, il est notre meilleur garant. Un missile est tombé ici, dans cette zone, causant le martyre de plusieurs femmes et enfants, dont la plupart étaient en morceaux, éparpillés autour de cette école pour personnes déplacées. Sur le plan humanitaire, le Programme alimentaire mondial a prévenu que les opérations humanitaires à Gaza étaient devenues plus difficiles que jamais à l'approche de l'hiver, ajoutant que la violence contre les travailleurs humanitaires étouffait les efforts visant à prévenir la famine dans l'enclave palestinienne. S'agissant cette fois de l'épidémie de polio qui sévit dans la bande de Gaza, le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 92% des enfants de moins de 10 ans avaient reçu un premier vaccin contre le virus depuis le lancement d'une campagne de vaccination massive le mois dernier. Ces campagnes ont été menées dans toute la bande de Gaza en coordination avec l'UNICEF et l'OMS qui ont appelé à une pause humanitaire. Et justement, le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé que les attaques des forces de l'occupant sioniste contre les Palestiniens déplacés démontraient une fois de plus la nécessité d'un cessez-le-feu et a souligné qu'aucun médicament ne pouvait être efficace dans un environnement où des personnes sont tuées. Et la Jordanie et les Nations Unies ont souligné l'importance de soutenir l'UNRWA pour fournir de l'aide à la population de la bande de Gaza dévastée par près d'un an d'agression sioniste génocidaire. Un point souligné au lendemain de la rencontre au Caire ayant regroupé le vice-premier ministre jordanien et ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi et le commissaire général de l'UNRWA Philippe Lazzarini. En Cisjordanie occupée, le Croissant Rouge palestinien a fait état ce mercredi de 5 personnes tombées en martyrs dans des frappes sionistes à Toubas, en Cisjordanie, donc occupée suite au bombardement sioniste contre un groupe de citoyens près de la mosquée At-Tawhid. Depuis le 7 octobre, au moins 662 Palestiniens sont tombés en martyrs en Cisjordanie. En plus des violences, les forces de l'occupation sioniste mènent une importante campagne de destruction des infrastructures et biens des Palestiniens en Cisjordanie, à l'exemple de cette incursion des engins de l'entité sioniste dans le camp de Nour Shams, lors de laquelle les habitants du camp ont été privés d'eau potable. Et au volet diplomatique, les ministres arabes des Affaires étrangères réunis hier au Caire ont décidé d'entamer des procédures de gel
de la participation de l'entité sioniste aux travaux de l'Assemblée générale des Nations unies pour non-respect des buts et principes de la charte onusienne, manquement à ses engagements auprès de l'ONU ainsi que pour la menace qu'elle représente pour la paix et la stabilité internationale. Cette décision du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères constitue une adhésion à la démarche pour laquelle l'Algérie n'a eu de cesse de plaider. Dans l'actualité également de ce mercredi, l'Irak et l'Iran ont signé ce mercredi 14 protocoles d'accord pour renforcer la coopération entre les deux pays voisins à l'occasion de la visite officielle de 3 jours en Irak entamée par le nouveau président iranien Massoud Pezeshkian. Il s'agit de son premier déplacement à l'étranger depuis son élection. Aujourd'hui, nous avons signé environ 14 protocoles d'accord dans différents domaines qui, avec les accords précédemment signés, formeront un plan d'action prometteur pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Le dossier économique commun est une voie importante pour réaliser les aspirations de nos deux peuples musulmans voisins. Lors de notre réunion, nous avons discuté de divers mécanismes qui permettraient de faire avancer ce dossier important et vital. Ce 19h se poursuit tout de suite. Rendez-vous avec l'actualité en Afrique. Je vous le disais en titre, le secrétaire général, ou plutôt la secrétaire générale de l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique, Michel Decaster, a critiqué le soutien apporté par le président français au pseudo-plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, affirmant que non seulement Emmanuel Macron ne rompait pas avec l'histoire coloniale de la France, mais il servait ainsi les intérêts marchands des milieux d'affaires, tout en rappelant que la politique française était fortement marquée par un passé colonial de près de 200 ans, donc, et ce, dans une contribution publiée par le journal L'Humanité. Les œuvres d'art et qui ont historiquement été faites pour éviter que tel ou tel puisse sortir comme ça les œuvres d'art. Le ministère soudanais de la Santé a annoncé que le nombre de décès dus au choléra était passé de 185 à 235, indiquant que 361 nouveaux cas de choléra ont été enregistrés, dont 7 décès dans les États de Kassala, d'Al-Gadarif à l'est et du Nil au nord. Le 12 août, les autorités soudanaises avaient déclaré que le choléra constituait une épidémie dans le pays. La situation actuelle de l'épidémie de choléra ne nous permet pas de dire qu'elle est sous contrôle. Nous avons encore beaucoup de défis à relever. De nombreux patients arrivent de partout et actuellement au centre de traitement du choléra de Kassala, nous avons 261 patients et nous continuons à recevoir de nouvelles admissions. 61 patients. And still now we continue to receive new admissions. Today we receive many patients. Aujourd'hui, nous recevons de nombreux patients qui arrivent dans un état critique. Et pour nous, sauver ces patients devient vraiment difficile, car ils arrivent à bout de souffle. Et donc les sauver, c'est difficile. Then to save those patients, it's very difficult. Au Kenya, à présent, le trafic aérien a été perturbé ce matin à l'aéroport international de Nairobi par une grève des personnels contre un projet du gouvernement de confier au groupe indien Adani l'agrandissement du site en échange d'un droit d'exploitation de 30 ans. Le projet prévoit notamment la construction d'une deuxième piste et la modernisation du terminal passager. Le syndicat des travailleurs de l'aviation kenyane a entamé un mouvement de grève pour protester contre le projet de rachat de l'aéroport JKIA par Adani Airport Holdings.
C'est une question sur laquelle nous avons émis des réserves. Nous avons émis un préavis de grève le 12 du mois dernier, c'est-à-dire au mois d'août. Mais il y a eu des tentatives de dialogue entre le syndicat, la Kenyan Airport Authority et le gouvernement. Malheureusement, les discussions n'ont pas apporté leurs fruits, ce qui nous a amenés à entamer cette grève. Et en Afrique, toujours, le vice-président du Nigeria, Kashim Shettima, a rendu visite aux victimes des inondations dans le nord-est du pays. Des pluies diluviennes et la rupture d'un barrage ont provoqué une inondation monstre à Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, faisant au moins 30 morts et 400 000 disparus et détruisant ainsi des milliers de maisons selon les autorités. Si Dieu le veut, le gouverneur prendra toutes les mesures nécessaires pour que chacun d'entre nous retourne chez lui d'ici 1 ou 2 semaines. Nous ne voulons pas créer un nouveau camp de personnes déplacées. Il n'est pas normal que des personnes soient déplacées. Nous sommes ici sur ordre du président Bola Ahmed Tinubu pour nous associer au gouvernement et au peuple de l'État de Borno, et plus particulièrement à son Excellence le gouverneur et à votre Éminence, le père de l'État, à la suite des inondations catastrophiques qui ont dévasté ce matin la majeure partie de la métropole de Maïdougouri. Dans le reste de l'actualité, en France, le nouveau Premier ministre Michel Barnier s'est engagé ce mercredi à nommer un gouvernement dès la semaine prochaine, une véritable mission d'équilibriste 6 jours après son arrivée à Matignon. Safouane Ben Sabri. Michel Barnier, nouveau Premier ministre français, a promis un gouvernement pour la semaine prochaine. Le nouveau chef du gouvernement nommé par Emmanuel Macron est issu du Parti des Républicains, la droite sarkozyste. Et ce, malgré des législatives qui ont vu la victoire relative de la gauche menée par le nouveau Front populaire. Michel Barnier est à Matignon depuis 6 jours. C'est le temps qu'il lui a fallu pour qu'il déclare la formation d'un nouveau gouvernement. On fera les choses méthodiquement, sérieusement. J'écoute tout le monde. Au moment où je suis, j'ai rencontré la plupart des présidents de groupe. Je continue et je viens visiter les députés, les sénateurs, les écouter aussi. Et la semaine prochaine, on nommera le gouvernement. La tâche du nouveau visage de Matignon s'annonce difficile. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le champ politique français n'a jamais été aussi fracturé. 3 grands blocs s'affrontent au sein de l'Assemblée nationale, le camp présidentiel, le nouveau Front populaire et l'extrême droite. Aucune majorité claire et aucun cap ne peut pour l'heure émerger. Michel Barnier devra composer avec les différentes forces présentes. Il devra assurer une représentation de tous les courants majoritaires, au risque de se faire censurer par l'un des partis. Michel Barnier promet une rupture, un nouveau départ, un message adressé aux députés macronistes qui ne disposent plus d'une majorité et donc d'une position de force. Les Républicains, dont est issu le nouveau chef du gouvernement de Macron, sont d'accord pour une entrée au gouvernement alors qu'ils refusaient pour l'heure toute coalition. À gauche, la stratégie adoptée est plus délicate et ne fait pas consensus. Les communistes ont accepté de rencontrer Michel Barnier. Côté socialiste, c'est un non catégorique. Les insoumis et les écolos n'ont pour l'heure même pas été invités par le Premier ministre. Rien pour l'heure ne garantit leur inclusion. Les chefs des diplomaties américaines et britanniques sont arrivés en Ukraine ce mercredi avec au programme des discussions sur un allègement des règles concernant l'utilisation des armes occidentales contre la Russie. La visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken et de son homologue britannique David Lammy intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne cesse de réclamer aux Occidentaux des armes dotées d'une plus grande puissance de feu et moins de restrictions dans leur usage. Un pont s'est partiellement effondré en pleine nuit dans la ville de Dresde, dans l'est de l'Allemagne, sans faire de victimes. Les services de secours et d'autres experts ont été déployés sur les lieux pour évaluer les dégâts et sécuriser le pont, alors que de nombreux habitants et visiteurs ont afflué sur les lieux.
Genau 2:55 Uhr zufälligerweise aufgewacht. Je me suis réveillé à 2h55 exactement quand j'ai entendu une détonation. J'ai regardé l'heure, 2h55, et j'ai entendu des véhicules de police, c'est tout. J'ai d'abord pensé que c'était une explosion, mais que le pont s'effondre ici, c'est inconcevable. Inconcevable. Je n'arrivais pas à y croire ce matin. Je pensais que cela pouvait arriver à Gênes ou quelque part aux États-Unis, mais pas ici. Et pour être honnête, j'en viens lentement mais sûrement à penser qu'il est symptomatique que de telles choses se produisent ici. Tout a été négligé. Il suffit de penser à la débâcle des transports ferroviaires. Nous avons toujours voulu mener à bien la politique du déficit zéro et nous avons tout négligé. Allez, direction les États-Unis à présent. Des électeurs républicains et démocrates dans l'État de l'Utah ont réagi au débat présidentiel entre la vice-présidente américaine Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump qui se sont rendus coup pour coup à Philadelphie, ville située dans l'État clé de Pennsylvanie. J'étais enthousiaste en fait parce que je pense qu'elle est très éloquente, je pense qu'elle est très intellectuelle, je pense qu'elle s'exprime très bien. Donc je n'étais pas vraiment anxieuse, j'étais plutôt enthousiaste. Je suis une ancienne directrice de collège et cela ressemblait beaucoup à ce qui se passe lorsque vous avez des élèves dans votre bureau et que vous essayez d'obtenir une histoire claire. Et donc, vous devez faire beaucoup de travail pour faire le tri dans la rhétorique. Et je vous le disais, dans leur premier face-à-face, les candidats démocrates Kamala Harris et républicains Donald Trump se sont durement affrontés pendant 90 minutes pour convaincre les Américains en prévision de la présidentielle du 5 novembre. Un duel passionnant tant sur le fond que sur la forme. Karim Boaziz. Offensive de part et d'autre entre Kamala Harris et Donald Trump pour une première confrontation à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. Deux visions de l'Amérique qui s'affrontent surtout, économie, avortement, immigration. Le débat promettait d'être électrique, il l'a été par certains aspects. Donald Trump en sortira confiant en affirmant avoir livré son meilleur débat. Ils sont nombreux, les observateurs qui s'attendaient à une prestation relative de Kamala Harris, pas coutumière de l'exercice. Elle fait mieux que les pronostics, même si on a du mal à cerner son projet politique selon les médias du pays. Mais peut-être que ce duel n'en était pas l'opportunité, mais plutôt à marquer des points en termes de personnalité. Kamala Harris a clairement cherché à énerver son adversaire et par moments, la stratégie s'est avérée payante. Donald Trump, pourtant repu à ce type d'exercice, en a perdu le contrôle concernant par exemple la question migratoire, en affirmant que les sans-papiers haïtiens mangeaient les animaux de compagnie des Américains. Une sortie que son équipe de campagne redoutait, cela n'a pas raté. De manière générale, une Amérique partagée donc, ça les téléspectateurs le savaient, mais sur le fond, ils ne sont pas plus avancés sur les propositions politiques de l'un ou de l'autre, avec un débat parfois houleux se résumant à une suite d'invectives. Trump et son récit d'une Amérique au bord de l'apocalypse et d'un autre, Kamala Harris, qui tonne que Trump, justement, représente un danger pour cette même Amérique. Des mots et des phrases pour se faire entendre. En effet, les deux candidats le savent que trop bien. Aux États-Unis, en plus du programme, on juge une personnalité et un caractère. La campagne américaine vient de prendre sa vitesse de croisière. Et des manifestants pro-palestiniens ont défilé dans les rues de Philadelphie hier, juste avant ce premier débat présidentiel entre les deux candidats, dénonçant notamment le soutien des États-Unis à l'entité sioniste. Je ne voterai certainement pas pour Trump ou Harris. Ce sont tous deux des criminels de guerre et Kamala veut faire comme si elle faisait partie du peuple, mais ce n'est pas le cas. Elle fait partie de la même administration qui envoie des bombes à Gaza. Et ce débat télévisé, nous en parlons encore avec notre invité du soir, en l'occurrence Manuel Pouchelet. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors vous êtes expert en relations et questions internationales. Manuel Pouchelet, tout d'abord permettez-moi de nous intéresser à la forme de ce débat télévisé. Qu'en pensez-vous, puisqu'on sait aussi que les Américains adorent les shows de ce type?
Vous savez, on est dans la logique du spectacle avec ces débats télévisés, bien entendu. Maintenant, quand on regarde les médias américains au cours de la journée, je pense qu'il y a pas mal d'électeurs qui s'attendaient à mieux, c'est-à-dire des réponses à leurs questions, surtout à leurs interrogations, puisque les États-Unis évoluent dans un monde complexe et compliqué, tout comme d'autres pays, tout comme même l'Occident qui doute, dans la mesure où aujourd'hui ils ont des contradicteurs tenaces, et là je pense aux BRICS. Bien entendu, les Américains sont friands de ce genre de débat. Attention, c'était le premier débat télévisé, mais cela fait partie du jeu électoral aux États-Unis. Vous avez toujours cette séparation entre républicains et démocrates. Je vous ferai remarquer que je pense que beaucoup d'analystes auront remarqué le langage corporel de Donald Trump ainsi que celui de Madame Kamala Harris, où déjà M. Donald Trump donne la couleur avec cette fameuse cravate rouge qui, quand il est en guerre, la revêt à chaque fois. Mais une chose est sûre, Madame Harris a aussi convaincu. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'être adoubée avec la dernière convention démocrate à Chicago, et en même temps, je pense qu'elle a côtoyé, on va dire, ses maîtres à penser. Je pense notamment à M. Barack Obama, qui a dû lui donner des éléments de langage dont elle ne disposait pas jusqu'à présent. C'est pour cela que ce débat devient intéressant, où Madame Harris est un peu plus dans l'invective. Mais ce qui est dommage, c'est cette invective respective, en tout cas. Et selon vous, Manuel Pouchelet, est-ce que on a assisté à ce débat, donc lors de ce débat, à un effet Harris? Oui, je pense que Mme Harris, si vous voulez, elle commence à confirmer sa position et sa posture. Ça devient un adversaire, s'il vous plaît, qui est, comment dirais-je, redoutable pour Donald Trump, qui jusqu'à présent avait monopolisé les médias. Je vous rappelle que M. Trump, en fait, quand on regarde l'histoire américaine, quand on connaît un petit peu le backstage, les coulisses des États-Unis, beaucoup d'Américains étaient contents d'avoir M. Trump au pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui faisait vendre énormément de presse. Alors que si c'est Mme Harris ou M. Biden, il y a une chute assez impressionnante de vente de quotidiens, notamment concernant certaines phrases, certaines postures, etc. Une chose est sûre, Mme Harris, si vous voulez, est un adversaire tenace. Je pense qu'elle ne fera peut-être pas l'erreur de défendre, on va dire, le bilan de M. Biden, puisqu'elle en était la vice-présidente, mais plutôt, et je l'espère, qu'elle va offrir une vision d'avenir aux Américains, chose qu'ils attendent, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Américains se retrouvent confrontés à de sérieux défis, notamment les BRICS, l'économie, ainsi que des questions de société dont on a découvert, si vous voulez, nous en tant qu'extérieurs, où je vous ferai remarquer que la politique extérieure, certes, a été évoquée, mais ce n'est pas le principal sujet. Il y a quand même des sujets de société aux États-Unis dont en Europe, on méconnaît, si vous voulez, l'existence. Là, ils ont parlé de l'avortement, ils ont parlé de la migration, mais qui, s'y méprendre, ressemblent beaucoup aux problématiques qu'on trouve en Occident, en tout cas. Et justement, Kamala Harris a été, comment dire, on lui a reproché notamment de copier à la lettre le programme de Joe Biden. Cela a été également reproché hier par Donald Trump. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est peut-être le premier débat télévisé. Attention, il faut aussi lui laisser le temps d'avoir ses armes. Mais aussi, vous avez un personnage important dont on ne parle pas dans les médias, qui sont les colistiers. Monsieur Trump a une personne particulièrement incisive et à mon avis, je pense qu'il va venir lui murmurer certains sujets à l'oreille, tout comme Mme Harris. Mais vous savez, après le débat télévisé, Mme Harris, elle s'est rendue dans un endroit électoral. Et il y a un point commun, si vous voulez, avec la campagne de Barack Obama, où on retrouve le mot « forward », qui veut dire « en avant ». Bizarrement, c'est un peu une pâle copie du dernier slogan de la campagne américaine. Rappelez-vous, M. Barack Obama avait bousculé les lignes avec le fameux premier « Yes, we can ». Et la deuxième campagne, son slogan était beaucoup plus neutre en disant « forward ». Et là, Mme Harris se l'est approprié. Preuve en est qu'elle risquerait de s'avérer être le porte-parole de M. Barack Obama. Et à mon avis, c'est peut-être une erreur parce que je ne sais pas si c'est ce qu'attendent vraiment les Américains, qui ont de nombreuses préoccupations, tout comme d'autres pays dans le monde. Je pense notamment principalement à l'Occident, en tout cas. Au plan de la politique étrangère, Manuel Pouchelet, un véritable fossé sépare les deux candidats, notamment concernant la question palestinienne. Qu'en pensez-vous? Je vais vous dire oui et non. En fait, les administrations américaines, qu'elles soient républicaines ou démocrates, se succèdent et ont en général la même position sur certains sujets. En fait, ce qui se passe à Gaza, malheureusement, préoccupe bien entendu la communauté internationale. Et là, je ne parle pas des États-Unis. Mais pour les États-Unis, c'est aussi, si M. Blinken est passé dans la région, c'est un petit peu, comment dirais-je,
une préoccupation importante dans la mesure où cette région est propice à un marché qui est celui de l'armement, où les Américains ont de précieux clients dans la région. Excusez-moi cette tournure un peu maladroite, mais je voulais quand même le dire. Mais en ce qui concerne l'Israël, en ce qui concerne le Moyen-Orient, les Américains, si vous voulez, peu importe la présidence démocrate ou républicaine, de toute façon, il va falloir fournir les bons éléments de langage, puisqu'aujourd'hui, depuis que le conflit dure à Gaza, on va bientôt avoir 1 an de conflit, il est difficile d'en voir l'issue pour l'instant. Les Américains tirent un peu moins de levier qu'à l'époque des présidents Bush, des présidents Carter, ou même Clinton, ou même avant. Mais aujourd'hui, je pense que les Américains, vous savez, sont jugés non grata dans la région, et force est de constater que pour l'instant, les puissances régionales assurent toujours leur rôle. Je pense à l'Iran, je pense à l'Arabie Saoudite, et bien sûr, ces nouveaux négociateurs qui se cherchent un rôle, on va dire, en diplomatie, je pense aux Émirats Arabes Unis, et puis malheureusement, un allié qui était précieux de beaucoup de puissances dans la région, qui est le sultanat d'Oman, qui est un petit peu, on va dire, effacé pour l'instant. Très bien, et concernant le conflit russo-ukrainien, Manuel Pouchelet, qui cristallise le mieux la dissonance entre les deux discours. Trump, fidèle à lui-même, a promis de régler ce conflit qui dure depuis 2002 en un jour. Est-ce faisable selon vous? Alors, M. Trump, vous savez, il n'a pas les mêmes liens qu'avait M. Biden avec l'Ukraine. Pour les personnes informées, on sait que M. Hunter Biden, qui est le fils de M. Biden, a des intérêts en Ukraine, et forcément, M. Trump, je vous ferai remarquer, a toujours eu des avis très tranchants, notamment en diplomatie et en politique étrangère. Cela me fait penser, vous savez, au discours maladroit qu'il avait eu quand il avait rencontré le dirigeant nord-coréen, avec une allégorie peu flatteuse. Mais Donald Trump, si vous voulez, la sortie de crise de l'Ukraine, j'ai été interrogé par vos confrères, notamment avec des négociations avec M. Vladimir Poutine. Bon, de toute façon, l'Ukraine, si vous voulez, c'est une situation qui est très délicate. Les provinces qui ont été conquises sont maintenant russes, officiellement parlant, au niveau du droit international, enfin de la lecture de ce que nous propose M. Poutine. Et en même temps, vous avez le président Zelensky qui demande et qui quémande, on va dire, des armes en permanence, sachant qu'il vient de se lancer dans une aventure autour de Kursk, tout ça pour soi-disant conquérir du territoire, et il a un objectif qui est la centrale nucléaire qui est à proximité. Maintenant, je pense que les Américains et M. Trump, de là à ce qui règle le conflit, j'y crois à moitié. Pourquoi? Parce que pour l'instant, celui qui est sur place, c'est M. Blinken, qui fait un petit peu sa tournée d'adieu et qui tente de rassurer, on va dire, ses partenaires ukrainiens, peut-être européens, puis d'ailleurs vous l'avez vu quand il s'est rendu aussi à Gaza. Mais bon, de toute façon, ces pays-là ne se trompent pas, ils savent que cette administration est sur le départ, et bien entendu, ils veilleront à ce que les dossiers soient bien transmis à l'administration suivante. Maintenant, rien n'est dit. Est-ce que M. Trump va, on va dire, gagner ces élections? Pour l'instant, il est encore trop tôt, même si nous sommes à peine à 2 mois de l'échéance, en tout cas. Alors, Palestine, Russie, mais aussi la Chine, les deux prétendants à la Maison-Blanche ont un ennemi commun, notamment et particulièrement en matière d'économie. Mais pour autant, est-ce que leur stratégie visant à contenir le dragon chinois diverge? Et pour quelles raisons? Je pense que de toute façon, les deux camps, on va dire que ce soit républicain ou démocrate, M. Biden a une phobie de la Chine. Ça, c'est quelque chose qui a été démontré plusieurs fois au cours de sa présidence. On a toujours cette fameuse question de Taïwan, mais actuellement, le problème au niveau de la Chine, c'est quand même la mauvaise santé économique, parce que je vous fais remarquer que la Chine est quand même détentrice d'une partie de la dette des Américains. Vous avez eu d'ailleurs, de l'administration de M. Biden, des déplacements de hauts fonctionnaires et de diplomates à Pékin. Preuve en est que les deux capitales dialoguent. Ça, c'est important. Si par hasard l'un ou l'autre devait, entre guillemets, disparaître, cela poserait un problème de repère, puisque en économie, si vous n'avez pas, on va dire, les indicateurs de votre adversaire, il est difficile aussi de construire, excusez-moi, votre propre stratégie. Maintenant, du côté républicain, du côté vous aurez sûrement, il y aura toujours une réponse du côté républicain. Maintenant, de là à vous dire si elle sera plus nuancée, pour l'instant, il est encore trop tôt, puisque le sujet, je pense, s'invitera au prochain débat qui apparemment est prévu dans 1 mois, sur lesquels les deux candidats devront s'exprimer. Mais je vous ferai remarquer que ce qui préoccupe les Américains,
c'est l'argent qui doit aller dans leur poche. Et pour l'instant, il semble que les deux candidats n'ont toujours pas répondu à cette question. D'ailleurs, c'est cette question qui les avait divisés lors du dernier débat électoral où M. Trump avait gagné. En parlant de questions, j'en ai une dernière pour vous, Monsieur Pouchelet. Quelle influence aura ce débat sur le scrutin du 5 novembre, selon vous ? Je pense que les Américains maintenant attendent des réponses à leurs questions. Moi, j'ai pu consulter, si vous voulez, la presse américaine, où beaucoup de personnes, vous savez, un petit peu quand on est dans l'attente, se plaignent de ne pas avoir eu les réponses. Il y a d'ailleurs certaines personnes qui ont été interrogées, qui ont dit autant Mme Harris que M. Trump n'ont pas répondu aux questions des journalistes. Maintenant, ce que je regrette et ce qui m'inquiète en même temps dans cette grande démocratie que sont les États-Unis d'Amérique, c'est le fait qu'il y ait une logique d'invective de camp à camp. Mais ce n'est pas ce que veulent les électeurs. Les électeurs souhaitent, si vous voulez, des réponses à leurs questions. Et j'ai un peu peur que ce lendemain de débat, les candidats soient, entre guillemets, renvoyés dos à dos avec leurs propres contradictions. Les Américains, si vous voulez, veulent des réponses à leurs questions, notamment cette classe moyenne qui, tant sous l'ère de M. Trump que sous l'ère de Mme Harris, a été malmenée. C'est celle qui souffre le plus, mais c'est en même temps elle qui constitue la colonne vertébrale économique des États-Unis. Et ça, pour l'instant, j'ai l'impression que cette classe moyenne n'a pas eu les réponses à ces questions. Il est temps de se ressaisir. Le deuxième débat pourrait, je dis bien, s'avérer définitif, mais pour reprendre les propos du Premier ministre français qui vient d'être nommé récemment, entre le changement et la rupture, il va falloir qu'il trouve les bons éléments de langage. Très bien, Manuel Pouchelet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes expert en questions internationales. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, la mission multinationale de soutien à la sécurité qui opère en Haïti depuis juin fait des progrès, mais qui reste insuffisant, selon l'évaluation faite par le président récemment élu du Conseil économique et social des Nations Unies, Bob Rae, et qui est de retour d'une visite dans le pays en proie aux violences. Plus de 150 personnes ont trouvé la mort après le passage du typhon Yagi, principalement dans le nord du Vietnam, en proie à des inondations monstres. Le pays reste aux prises avec les ravages de la tempête tropicale qui a frappé samedi et dimanche le nord du pays avec des averses et des rafales dépassant les 150 km/h. Cela affecte notre vie quotidienne. En ce moment, nous n'avons ni eau ni électricité. Cela a des conséquences sur la cuisine. Il n'y a pas d'eau, mais je trouve que c'est courant. Je ne peux pas envoyer mon enfant à l'école. Je ne peux ni cuisiner ni faire quoi que ce soit. L'eau est montée trop vite. Cela fait des années que nous n'avons pas vécu ce genre de situation. Et ces intempéries affectent également la Thaïlande où le district de Mae Sai à Chiang Rai est confronté à de graves inondations à la suite du passage du typhon Yagi dans le nord du pays. 4 personnes sont mortes dans les inondations et les glissements de terrain provoqués par le typhon selon le gouvernement. Allez, parlons à présent d'un sommet assez spécial, celui de l'avenir, qui aura lieu les 22 et 23 septembre au siège des Nations Unies à New York, sous le signe des solutions multilatérales pour un avenir meilleur. Il sera couronné par l'adoption d'un pacte pour l'avenir qui comprendra en annexe un pacte numérique mondial et une déclaration sur les générations futures. Et puisqu'on parle de futur traditionnellement marqué par la rentrée, le mois de septembre est également une véritable célébration pour les amateurs de jeux vidéo, avec une multitude de titres très attendus et disponibles sur différents supports et plateformes. Cette période offre un large éventail d'expériences vidéoludiques aussi riches que variées pour les gamers. Mohamed Wali Ben Chaban.
Le mois de septembre s'impose comme une période exceptionnelle pour les amateurs de jeux vidéo. Des titres pour toutes les consoles, des licences très attendues et des expériences vidéoludiques variées sont arrivées ou sont encore à venir d'ici la fin du mois, faisant de cette rentrée un véritable festin pour les gamers. Les fans de l'univers magique ont de quoi être ravis cette année avec Harry Potter Quidditch Champions. Ce jeu, centré sur le sport emblématique de l'univers sorcier, promet une expérience multijoueur palpitante où stratégie et réflexes sont essentiels. Cette version modernisée offre des graphismes retravaillés et une immersion encore plus forte. Un excellent choix pour les fans de magie et de compétition sportive. Astrobot fait son grand retour. Après le succès d'Astro Playroom sur PlayStation 5, cette nouvelle aventure promet de nouvelles mécaniques de gameplay, des niveaux encore plus ingénieux et une utilisation immersive des capacités haptiques de la manette DualSense. Accessible à tous, ce jeu est idéal pour ceux qui aiment les défis tout en profitant d'un univers coloré et attachant. I know you. God of War Ragnarok, l'épopée nordique continue maintenant sur PC. Kratos et son fils sont de retour pour la suite de leur aventure dans ce jeu plein de combats intenses et narration poignante. Ce titre qui a déjà conquis critiques et joueurs continue de captiver avec ses graphismes époustouflants et ses batailles épiques. Parfait pour ceux qui recherchent des jeux d'action avec une profondeur narrative. Puisque le meilleur est pour la fin, le monde des simulations de football a lui aussi eu son lot de bouleversements cette année avec le jeu de foot FC 25 d'Electronic Arts. Après la fin du partenariat historique avec FIFA, EA Sports a pris un virage audacieux avec cette nouvelle franchise. Le gameplay a été peaufiné avec de mouvements plus réalistes et une intelligence artificielle améliorée. Parmi les nouveautés, le jeu introduit des innovations majeures, notamment le système FC IQ, conçu pour rendre les tactiques d'équipe et les mouvements collectifs plus authentiques. Que vous soyez un habitué des compétitions en ligne ou un amateur de parties entre amis, ce nouvel opus vous réserve de nombreuses surprises. Rendez-vous sur le terrain dès le 27 septembre pour découvrir tout cela par vous-même. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.